Et dans la matinale, tout de suite, on se pose cette question. Que faire sur les marchés dans le contexte actuel d'hypervolatilité? On va poser cette question à nos deux invités. Antoine Ternan, bonjour. Bonjour Fabrice. Et vous êtes venu en compagnie de Thomas Castro. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Vous êtes tous les deux gérants diversifiés macro et allocation chez Apicil. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Antoine, pouvez-vous nous présenter Apicil pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors Apicil Asset Management est une filiale du groupe Apicil. Le groupe Apicil, c'est le troisième groupe de protection sociale en France. Dans ce cadre-là, Apicil AM gère en partie les encours de la direction des investissements, à savoir donc le groupe, oui. Gestion à l'actif, mais également une gamme d'OPC ouverts qui correspond à une expertise action active, une expertise obligataire liée à un héritage assez fort de la gestion obligataire au sein du groupe, un héritage de long terme et une gestion diversifiée et des allocations en face. Au niveau des encours, on a 9 milliards. 9 milliards, ben voilà, c'est pas mal. Alors, c'est pas évident en ce moment, puisque on disait hyper volatilité depuis l'annonce des tarifs de Donald Trump, qui a un petit peu rétro-pédalé ces dernières semaines. Antoine, en ce moment, on a l'impression que ne rien faire, finalement, c'est plutôt une bonne stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question. Alors, je pense que ne rien faire ne correspond pas non plus à ne pas avoir de lecture, mais en tout cas, ne rien faire est une stratégie. En tout cas, si on prend, on va dire, la big picture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se positionne sur les actifs risqués. Par contre, si on zoome un petit peu plus, évidemment, il y a des arbitrages entre les classes d'actifs qui sont intelligentes, en termes de zone aussi, en termes de secteur. Thomas en parlera un petit peu plus en détail. En tout cas, on est dans un flou assez fort, après 100 jours de présidence de Donald Trump à la Maison-Blanche, un flou historique qui remet en cause un peu tous les héritages et le monde dans lequel on évoluait, qui est clairement en train de changer. En premier lieu, évidemment, les tarifs qui sont sur des plus hauts en termes de tarifs moyens depuis presque un siècle, la fin de l'orthodoxie budgétaire en Allemagne, qui est aussi vraiment un changement de paradigme fort, et puis le sentiment que le leadership des US, qui était à travers l'OTAN de protéger le monde et d'être un peu ce gardien de la paix, est aussi remis en question. Ça, c'est pour le diagnostic global qui génère ce flou très fort dans lequel on évolue. Pour autant, même si c'est difficile de se mettre dans la tête de Donald Trump, on connaît le personnage, on connaît sa manière d'interagir avec le marché, je pense qu'on peut avoir au moins deux bonnes lectures de ce qui se passe, qui peut nous aider peut-être à y voir un peu plus clair, à se positionner. La première lecture, c'est d'abord le calendrier dans lequel on pense qu'il s'est installé, à savoir les mi-termes qui approchent maintenant, parce que dans presque 18 mois, il faudra réélire un congrès. Donc, comme il a une majorité très fine, c'est très important pour lui. La possibilité un peu de créditer l'échec actuel des mesures les moins populaires à la précédente présidence, c'est toujours plus facile de se positionner et de s'attribuer en tout cas un rebond du marché juste avant les mi-termes, pré-mi-termes, et un calendrier qui correspond aussi au désir de faire passer les mesures les plus impopulaires, qui permettent d'équilibrer le budget qu'il a envie de mettre en place, puisqu'il cherche quasi 10 trillions à financer sur... 10 000 milliards. Exactement, c'est ça, c'est une sorte de grandeur qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sur 10 ans, je précise, c'est pas des chiffres annuels. Il a mis en place le Doge pour essayer d'en trouver, mais en tout cas, le tarif moyen de 10% correspondrait en tout cas à une bonne rentrée de recettes pour lui, qui pourrait mettre en face d'un good Trump qui pourrait arriver un peu plus tard, fin d'année, disons. Si on est dans le cadre plutôt d'un bad Trump actuel, un good Trump qui correspondrait aux mesures les plus populaires, à savoir allégements fiscaux pour les ménages, baisse du taux d'IS pour les sociétés, et donc voilà, on va dire un début de mandat qui serait sûrement en 2 temps, et dans ce cadre-là, nous on pense que d'ici l'été, c'est encore un peu tôt pour se positionner sur les actifs risqués en tout cas. Très bien, alors justement, Thomas Castro, avec vous, on regarde la partie allocation. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Est-ce que, évidemment, on aurait mieux fait d'alléger il y a quelques temps sur les actions. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Effectivement, en termes de positionnement à court terme, on trouve qu'il est assez hasardeux d'essayer de se positionner sur les marchés d'actions, que ce soit pour jouer la hausse ou encore pour jouer la baisse. Comme l'a rappelé mon collègue, il y a certains éléments qui semblent lisibles, en tout cas dans le calendrier que Donald Trump met en place, mais il y a également beaucoup d'incertitudes, notamment l'affrontement assez fort, idéologique, intellectuel et culturel avec la Chine, et on n'est pas à l'abri également d'avoir d'autres ripostes d'autres pays. Si on reste en Asie Pacifique, il y a effectivement d'autres pays qui semblent bénéficier des faveurs de Donald Trump. Je pense notamment au Japon, je pense à l'Inde ou encore la Corée du Sud. On sait c'est un pays, un acteur très important, notamment pour les big tech américaines. Oui. En Europe, on privilégie plutôt le côté défensif que peuvent représenter les actions anglaises. On l'a vu, le dialogue entre Donald Trump et le Premier ministre anglais semble assez apaisé, détendu,
contrairement à ce qu'on peut voir avec le vieux continent et Bruxelles. On privilégie également les secteurs, mais également les zones qui sont plus tournées sur le marché domestique, moins tournées vers le commerce extérieur, que peuvent représenter par exemple les actions espagnoles. Et enfin, pour finir, les actions américaines, elles ont été fortement chahutées depuis le début de l'année. Et en termes de prix, elles ont nettement diminué. C'est un point d'entrée. Et finalement, ça pourrait représenter un point d'entrée pour les investisseurs sur le long terme. On le sait, les périodes de volatilité telles qu'on connaît actuellement coïncident généralement historiquement avec des performances boursières positives derrière et ces fameux retours en V des indices. Ouais, notamment quand le VIX, l'indice de la peur, grimpe, et il a bien grimpé récemment. Côté obligataire, qu'est-ce qu'on fait? Alors côté obligataire, depuis le début de l'année, on va commencer en termes de positionnement sur la courbe. On était positif sur la partie courte de la courbe pour profiter justement des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne. On continuait de jouer ce segment parce que selon nous, les pressions inflationnistes, elles restent baissières. On a actuellement dans les marchés une baisse du pétrole, on a un euro qui est très fort par rapport à un dollar, et on a également une croissance économique qui devrait être entachée par la guerre tarifaire menée par Donald Trump, et finalement ça signifie une proactivité encore là du côté de la BCE, donc on reste positionné sur cette partie de la courbe pour profiter de ces baisses de taux. Sur la partie longue, on est également positionné, on est plus positif maintenant que la prime de terme s'est reconstituée. Et tactiquement, en mars, on a renforcé la duration au sein de nos portefeuilles pour deux raisons. La première, comme l'a annoncé Antoine, on a eu une envolée des taux suite au plan conjoint, que ce soit de la Commission européenne ou encore du parti de Olaf, de Merz, pardon. Effectivement, on a vu une volatilité sur le Bund avec 30 BP sur une journée, qui nous semble assez exagéré pour nous, le marché qui ne prend pas assez en considération un déploiement qui sera assez progressif dans les marchés. La deuxième raison, c'est tout simplement en amont des tarifs douaniers annoncés par Donald Trump le 2 avril pour venir hedger le portefeuille et profiter finalement peut-être, ça a été le cas en tout cas, d'un flight to quality. Sur la partie dette d'entreprise, on est resté assez sélectif et assez prudent. On a privilégié l'investment grade qui, selon nous, offre un couple rendement-risque plus attractif que du côté du high yield. Et en termes de secteur, comme on fait sur les actions, on est resté plutôt sur des secteurs défensifs, notamment donc les télécommunications, les services aux collectivités locales. Et on est resté assez méfiant, prudent sur les secteurs cycliques, notamment tout ce qui est consommation discrétionnaire ou encore auto. On termine, Antoine, avec un fonds de la gamme obligataire flexible, stratégie rendement responsable. De quoi s'agit-il? Alors, stratégie rendement responsable, c'est un fonds déjà article 8, donc avec des critères de durabilité dans le choix des valeurs. C'est un fonds flexible obligataire, donc ça veut dire qu'il va se concentrer sur toute la palette du segment obligataire disponible, avec une granularité assez forte et assez précise. C'est un fonds flexible dans le sens où il a des bornes de duration qui vont de -2 à +7, donc avec une capacité en fonction du régime dans lequel on se trouve à se positionner long ou short de la duration. C'est un fonds aujourd'hui, pour donner des chiffres à date, qui a un rendement embarqué de plus de 4%, 4,5, et un rating moyen de BBB+, donc ça le positionne, on va dire, sur des titres plutôt de qualité, avec un objectif de vol voilà, assez confortable, et donc une attractivité en termes de ratio des deux. Plus récemment, le fonds, comme l'a dit Thomas, joue tous les secteurs qui sont à notre sens à privilégier. On a aussi une partie du segment, les dettes d'entreprise les plus risquées, le segment high yield, pardon pour le jargon, qui a été couvert à travers des indices. Oui. Donc voilà, ça traduit bien et ça illustre bien le positionnement tactique, réactif et dynamique des gérants du fonds. Voilà, stratégie rendement responsable, fonds de la gamme obligataire flexible d'Apicil Asset Management. Merci messieurs, Antoine Ternon et Thomas Castro. Je rappelle que vous êtes gérant diversifié macro et allocation chez Apicil AM, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Merci pour l'invitation.